Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, Mathilde Baron, je suis responsable du pôle accompagnement au sein de l'Agence culturelle Nouvelle-Aquitaine, qui organise ce forum. Vous dire que donc on est à l'initiative de cette table ronde. On travaille à l'agence sur les questions d'égalité, d'inégalité entre les hommes et les femmes notamment. On a produit cette étude là qui vous est mise à disposition à différents endroits en 2021. Et avec ma collègue Stella, que vous avez aperçue tout à l'heure à l'émargement, on avait envie d'aller plus loin. C'est aussi parce qu'on a assisté aux dernières BIS, donc les Biennales internationales du spectacle qui ont lieu à Nantes, à une présentation menée par Annelise Vinciguerra de La Petite, avec Ben Cady et Emmanuel Guier, qui a fait tout un travail autour des discriminations à l'Opéra de Paris. Et voilà, on avait envie de pousser cette question un peu plus loin. Qu'est-ce qu'on regarde sur les plateaux? Qui regarde ces œuvres? Voilà, donc on en a discuté avec Annelise et on s'est accordé sur un panel. Et il nous manque une personne qui doit arriver incessamment sous peu, mais sinon, eh bien, on va démarrer dans pas longtemps. Voilà. Donc bonjour à toutes et tous. On va utiliser les micros, bien qu'on n'en ait pas totalement besoin, parce que la rencontre va être enregistrée. Donc en plus, on aura un petit podcast suite à ça. Donc je vous remercie à toutes et tous d'être là ce matin. On va être ensemble pendant 1h30. L'idée, c'est que nous, on va parler pendant à peu près 1h10 et il restera ensuite une vingtaine de minutes pour les échanges. On préfère que vous gardiez vos questions en tête pour pouvoir les poser plus tôt à la fin, une fois qu'on aura fini le dialogue. Après, si vraiment une question vous brûle les lèvres ou qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris dans ce qui a été dit, voilà, vous pouvez tout de même intervenir. C'est évidemment pas entièrement interdit d'intervenir, mais on va plutôt voilà, prendre les questions à la fin et vos éventuels témoignages aussi, d'ailleurs, si vous souhaitez témoigner de vos vécus par rapport à ces sujets. Aujourd'hui, on accueille donc grâce à je remercie plus particulièrement Mathilde Baron, ici présente, et Stella Morin, avec qui j'ai préparé cette rencontre, avec qui c'est toujours une joie de travailler. Parce que grâce à leur pertinence et à leur intelligence, on arrive quand même à trouver voilà, des sujets qui sont chouettes et qui sont porteurs. Et je voulais vraiment les remercier ici parce que c'est pas la première fois qu'on travaille ensemble et c'est toujours un plaisir. Et puis je remercie aussi les intervenantes qui ont accepté d'être avec nous. Donc vous voyez à mes côtés donc Tiffaine, Ville. C'est écrit en haut également, donc qui est musicienne, socio-musicologue et chargée des actions égalité à la Nef, à Angoulême, qui est une salle de musique actuelle. Ensuite, juste à côté de moi, Sylvie Larocque, programmatrice du cinéma La Talente à Bayonne. Et ensuite, à ma droite, Yacine Sif El-Islam, metteur en scène, auteur, interprète et également conseiller artistique, directeur artistique aux avant-postes à Bordeaux. Je voulais d'abord vous donner quelques éléments, quelques constats généraux qui nous ont conduits dans nos réflexions avec les intervenantes de cette table ronde et puis les personnes de là. Qu'est-ce qui nous amène finalement à cette question et comment est-ce qu'on a voilà, réfléchi cette question? J'ai pris quelques notes, je vais un petit peu lire mon écran, j'en suis désolée. Déjà, on est parti d'un constat général ou d'une question plutôt générale. Est-ce que nos scènes, nos écrans, nos cimaises reproduisent, voire produisent des inégalités sociales? Alors on sait, moi je suis une professionnelle du secteur culturel depuis 25 ans et je suis bien placée comme vous toutes et tous pour savoir que le secteur artistique et culturel, il se représente à lui-même comme particulièrement progressiste, émancipateur. La volonté d'émancipation, elle est quand même très présente dans les moteurs de l'action et dans la façon dont on raconte ce qu'on fait. Et ce secteur qui se représente à lui-même donc comme progressiste, peut-être que cette illusion de l'égalité, cette illusion de l'ouverture à l'autre, aux autres, cette illusion a peut-être occulté la façon dont les inégalités, finalement, comme elles structurent la société française, elles structurent aussi le secteur artistique et culturel. Alors les inégalités femmes-hommes, on les connaît quand même depuis 2006, on a des chiffres, 2006, 2009, les différents rapports de Rennes-Pratt, vous connaissez, je pense, ces références. Ceci dit, c'est pas parce qu'on connaît les chiffres sur les inégalités femmes-hommes qu'on a réussi à les faire énormément bouger. On n'est pas non plus arrivé à l'égalité depuis 20 ans
quasiment que ce premier rapport de Rennes-Pratt est sorti. Donc on a encore en 2023, j'ai juste mis 2 chiffres, alors que j'ai une passion pour les chiffres, j'ai dû vraiment me modérer. On a encore en 2023 seulement 26% de réalisatrices de long métrage à l'échelle européenne et 27%, par exemple, des moyens de production en spectacle vivant du ministère de la Culture qui sont allés à des projets portés par des femmes en 2023. 27%. C'est pas beaucoup. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore isoler cette question des inégalités femmes-hommes de la question des discriminations liées aux origines perçues, à la classe sociale, au handicap, en bref, à toutes les personnes qui s'écartent de la norme, cette norme qui est omniprésente sur les scènes, au cinéma notamment, aussi au théâtre. Cette norme, elle est blanche, elle est mince, elle est valide, elle est cisgenre, elle est hétérosexuelle et elle est de catégorie socio-professionnelle supérieure. C'est vrai que la grande majorité des personnes qui ont la parole et des personnes qu'on voit représentées aujourd'hui sur nos scènes, sur nos écrans, je dis bien la grande majorité, hein, c'est pas tout le monde, répondent à cette norme-là. Donc aujourd'hui, sur cette table ronde, on va préférer parler d'inégalité et de discrimination et pas de diversité, parce que le terme diversité vient valider le fait que ces personnes dont je viens de citer les caractéristiques constitueraient la norme, donc l'universel, et que toutes les autres seraient la diversité. Or, c'est bien d'inégalité qu'on va parler ce matin, voilà, parce que les personnes non blanches, les personnes grosses, les personnes handi, les personnes transgenres, les personnes LGBT, les personnes de classe populaire, ça c'est tout particulièrement vrai pour le secteur culturel, n'ont pas les mêmes opportunités aujourd'hui d'accès aux carrières, notamment du spectacle vivant et du cinéma, que ce soit sur scène ou derrière la scène. On parle aussi des carrières techniques et des autres typologies de carrières. L'association Décoloniser les arts notait il y a 2 ou 3 ans que, alors que selon l'INED, 30% des Français et Françaises se perçoivent comme racisés, Décoloniser les arts relevait qu'ils n'occuperaient pourtant qu'1% des postes à la responsabilité dans la culture et se retrouveraient en grande majorité aux métiers les moins bien considérés, donc les métiers comme médiateur, ouvreur, ouvreuse, vigile, employé de ménage. Sur les plateaux de danse et de théâtre, d'après la revue Mouvement, en 2024, les personnes racisées ne représenteraient que 10% des artistes programmés. Donc les questions qu'on va aborder aujourd'hui avec nos intervenantes, c'est 4 questions principales qui sont déjà quels stéréotypes, quelles assignations, notamment raciales, mais pas seulement, les programmations, mais aussi la médiation, la communication des structures culturelles vont alimenter. Comment tout ça se traduit dans les carrières, dans les vies professionnelles des personnes. Et comment est-ce que les artistes qui ne sont pas dans cette fameuse norme dont je viens de parler peuvent-ils ou elles accéder à la représentation de l'universel ou à cette fameuse neutralité qui permettrait de représenter l'universel. Et ensuite, on va bien sûr finir cette table ronde avec des éléments que vont nous partager voilà, nos collègues ici présentes sur comment est-ce qu'on peut agir concrètement, nous, en tant que professionnels, pour celles qu'ils sont, en tant que futurs professionnels, et également en tant que spectateurs, spectatrices, puisqu'on sait qu'il y a 3 leviers de transformation sur les sujets des discriminations, qui sont le levier interindividuel, c'est-à-dire comment j'interagis avec voilà, mes proches, mes collègues, avec les autres au quotidien. Le levier structurel, c'est-à-dire quand je peux mettre en place dans ma structure de travail des façons de travailler qui vont avoir un impact, comment je peux les transformer. Et tout ça va impacter bien sûr le levier systémique, sociétal, c'est-à-dire comment est-ce que la société dans son ensemble va pouvoir se saisir de ces sujets et se transformer. Donc on va essayer de voir à ces 3 niveaux comment aussi est-ce que chacune on peut identifier d'abord, c'est ce qu'on est en train de faire, et puis aussi se mettre en action si on le souhaite du moins par rapport à ces sujets-là. Et j'arrête de parler parce que ce n'est pas moi l'intervenante. Donc la première chose, c'est tout simplement que vous allez prendre chacune 2 ou 3 minutes pour vous présenter et j'aimerais, si vous le souhaitez du moins, que vous puissiez lors de cette présentation préciser comment vous vous situez dans la société du point de vue de la norme que nous venons d'évoquer. Donc moi je vais commencer, moi je suis une femme blanche de 50 ans, je suis issue de milieu rural et je suis aussi issue d'une famille à fort capital culturel. Et aujourd'hui, l'endroit d'où je parle, c'est que je suis directrice d'une structure qui est une association qui s'appelle La Petite, qui est un pôle ressources pour l'égalité et les violences sexistes et sexuelles dans les arts et la culture. Et on agit à travers un média en ligne, un festival qui s'appelle Girls Don't Cry et des formations professionnelles, des bilans de compétences. Et on accompagne aujourd'hui 2500 professionnels par an sur ces questions d'inégalité et de discrimination, notamment inégalité femmes-hommes. Voilà qui je suis. Et je laisse la parole, même peut-être à Yacine en premier. Mais rebonjour. Moi, je suis Yacine Sifel Islam. Je suis un homme en retard ce matin.
Je suis un homme cis, je suis queer, je suis un homme pauvre et je suis un métis, parce que je revendique ce terme-là. Après, ça nécessiterait un développement, mais voilà. Et voilà, c'est à cet endroit-là que je me situe. Voilà. Tu peux dire un peu ce que tu fais? Ce que je fais, oui, c'est plutôt, c'est ça. Moi, en fait, je suis auteur, interprète, metteur en scène, enfin voilà. Et j'ai la chance d'être le conseiller artistique bénévole. Le bénévole a tout son sens aussi quand on parle de nos assignations, voilà. Aux Avant-Postes, qui est donc un lieu de création tourné vers les nouveaux récits à Bordeaux. Voilà, les nouveaux récits, les nouvelles dramaturgies, on va dire. Et je suis par ailleurs, et j'ai pensé par rapport à ce pourcentage qui dit le peu de nombre de personnes, on va dire racisées, qui accèdent au poste à responsabilité, je fais partie d'une promotion qui a été voulue par le ministère de la Culture et Sciences Po, pour justement un peu, qui s'appelle La Relève. Voilà. Et donc on est 100 pendant 2 ans à être à Sciences Po et à chercher à prendre des postes à responsabilité. Et c'est tourné vers les personnes qui ont donc une origine sociale, ethno-raciale, voilà, qui n'est pas celle de la norme. Voilà. Merci. Donc moi bonjour, je suis Sylvie Larocque, donc je suis co-directrice et donc d'ailleurs il y a 2 heures à Larocque, je te signale juste, c'est pas très grave. Donc co-directrice et programmatrice du cinéma La Talente à Bayonne, donc femme blanche, bientôt cinquantenaire, qui dans son parcours, moi je suis issue plutôt d'une famille moyenne, classe moyenne, avec un capital culturel, mais de parents enseignants qui eux-mêmes en fait étaient les premiers à faire des études dans leur famille. Et dans mon parcours, en fait, moi, je suis partie aussi faire des études à Paris, où j'ai découvert aussi d'autres réalités et aussi, alors moi, c'est sur d'autres questions, mais c'est sur l'aisance aussi, on va dire sociale, que j'ai pu aussi parfois me sentir pas forcément, en effet, à ma place. Et ensuite, ce qui pour moi est important aussi, c'est que dans ce parcours-là, parce que j'ai travaillé en région parisienne dans le 93 pendant quelques années à Pantin, ça a été aussi pour moi une ouverture hyper importante parce que je venais du Pays Basque et que il y avait, j'en reparlerai tout à l'heure, des choses très spécifiques au Pays Basque, mais en tout cas pour moi ça a été voilà, un mélange qui a été assez fondateur dans ma manière aussi, je pense, d'appréhender les choses, la programmation et tout ça. Voilà. Pardon. Bonjour, je m'appelle Tiffaine Pinville, j'ai 42 ans, je suis métisse, je suis de la Charente, mes parents habitent plutôt en milieu rural, capital culturel, on va dire quand j'étais jeune, pas très élevé, mais qui a beaucoup bougé depuis, avec une maman qui avait la volonté de sortir un peu de son milieu d'origine et donc de nous permettre à ces filles d'accéder à la culture de manière très forte. Donc je suis aussi partie à Paris pour faire mes études, notamment en musicologie. Je suis musicienne, donc je suis altiste. Je dirige une compagnie de spectacles vivants en Charente exclusivement, que j'arrête là à la fin de l'année, on en parlera peut-être. Et je suis aussi chercheuse en sociomusicologie. Voilà, j'ai une thèse à la Sorbonne en sociologie de la musique, sous la direction de Hyacinthe Ravet, peut-être que certains ou certaines la connaissent. Voilà, donc actuellement, moi je travaille à la Nef depuis 3 ans, où on a mené une étude sur la place des femmes dans les musiques actuelles en Charente. Donc on en parlera tout à l'heure. Donc on a fait une recherche et après on a mis en place des actions sur tout le territoire. Et depuis quelques mois, je m'interroge aussi sur la place des musiciennes et notamment des musiciennes racisées. Voilà. Merci Tiffaine, je te propose de garder le micro du coup, si tu veux bien. Peut-être ma seconde question à chacune d'entre vous, c'était de savoir justement cette façon dont vous venez de vous situer dans le champ social et comment est-ce que cet endroit dont vous êtes parti, ça a
impacté ou pas vos études, votre carrière dans le secteur artistique et culturel. Et puis aussi de savoir par rapport à ça quelle stratégie de réponse vous avez pu tous et toutes mettre en place. Peut-être je continue à te laisser la parole sur ça si tu veux. Oui. Alors, moi, ça fait pas très longtemps que j'ai pris conscience de toutes ces questions, notamment du sexisme et du racisme. Dans la musique, je sentais bien que moi, alors là je parle vraiment en tant que musicienne et pas en tant que chercheuse, j'y reviendrai après, je sentais bien qu'il y avait un problème quand même vis-à-vis de ma pratique instrumentale et des interactions avec d'autres personnes. Là c'est plus par rapport à mon genre, notamment en tant que directrice de compagnie et à diriger d'autres artistes et d'autres artistes hommes. J'avais quand même quelques soucis, et en travaillant sur la place des femmes, notamment dans les musiques actuelles à la Nef, je me suis rendu compte de plein de choses, ce qui a été assez percutant pour moi et assez libérateur, on va dire. Et notamment, donc, j'en parle tout de suite, des drôlesses peut-être musiciennes, juste pour faire le parallèle. Donc nous, Laetitia Perrault, qui est l'ancienne directrice de la Nef à Angoulême, s'interrogeait sur la question de la place des femmes, notamment à la Nef, parce qu'en 2019, il y avait que 9% de musiciennes sur la scène de la Nef, et donc elle est venue me chercher pour qu'on essaie de comprendre pourquoi il y avait si peu de femmes. Donc moi, j'ai travaillé dans ma thèse sur la question de la transmission de la musique au sein de la famille, comme quoi dès l'enfance, il se passe des choses importantes dans les transmissions, et notamment sur la question du genre. Et donc on est revenu sur les trajectoires en fait des musiciennes dès l'enfance jusqu'à l'âge adulte pour comprendre et puis pour s'apercevoir que dès l'enfance en fait les musiciennes commencent déjà à être assez écartées, notamment dans le choix de l'instrument, etc. Et puis dans la construction au fur et à mesure de leur parcours. Et donc moi forcément je suis un peu revenue sur mon enfance, forcément, même si on essaye de se mettre à distance quand on travaille en sociologie de l'objet de recherche, forcément ça pose question. Et je me suis rapidement aperçue que j'étais entourée notamment d'un musicien qui me posait vraiment problème et que je disais trop rien, mais j'avais pas compris que c'était du sexisme et que voilà. Et donc en faisant des ateliers, notamment avec la petite, avec Jeanne-Sophie Faure, où on avait mis en place une action à la Nef pour les musiciennes sur la confiance en soi et l'empowerment. Là, d'un coup, je me suis dit ah oui, en fait, ce que je vis. Enfin, je suis pas la seule à le vivre et que voilà. Donc déjà, ça c'est la première entrée sur la question du sexisme et comment ça m'a moi un peu marquée. Et cet été, notamment en travaillant sur la question des musiciennes, notamment racisées, moi j'ai eu un problème au mois de mai. Pareil, j'ai jamais eu trop de problèmes de racisme comparé à d'autres personnes de ma famille, en tout cas dans la musique. Et en fait, voilà, par rapport à, je donne des cours aussi, et j'étais en train d'expliquer on parlait d'une œuvre de Bach, de Jean-Sébastien Bach. Je suis musicienne plutôt classique, enfin je fais aussi un peu de musique actuelle. Et donc un homme blanc, plus de 60 ans, élève donc en alto, je lui expliquais les basses. Voilà, comment travailler son œuvre, pourquoi il ressentait, il avait du mal à comprendre, il me posait des questions. Et à un moment, il a sorti la phrase absolument très compliquée à me dire « mais de toute façon, vous ne devez pas comprendre ». Et donc je me dis « non, c'est pas en train d'arriver, si, vous ne devez pas comprendre parce que vous venez des îles ». Voilà. Donc ça a été un peu compliqué parce que j'avais jamais eu Enfin, je pensais que j'avais jamais eu de problème de racisme, mais en fait, après, en y réfléchissant, j'ai toujours des petites phrases. On parlait de micro-agression, voilà, de petites choses. Et donc là, ça m'a fait, voilà, petite prise de conscience à me dire, ah oui, ok, on en est là pour certaines personnes. Et du coup, ça m'a permis, juste après, en fait, on est venu me chercher aussi pour réfléchir à cette question du racisme dans la musique, notamment la musique classique. Et je me suis dit, oui, autant en faire un objet de recherche, dépasser l'émotion et y aller. Je ne sais pas si je réponds, si c'est peut-être trop... Non, c'est bon ? Ouais, ok. Voilà, donc oui, ça a un impact. Après, moi, du coup, comme je fais de la recherche quand même à côté, de le travailler, ça me permet aussi d'avancer et de ne pas rester sur moi et surtout de me rendre compte qu'on n'est pas seul sur ces questions. Donc toi, de ton côté, c'est aussi, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est le fait de prendre conscience que c'est une expérience collective. Ouais, c'est ça. Et que voilà, c'est pas forcément toi en tant que personne. Oui.
le sujet. Oui. Mais que c'est aussi finalement, et que ce soit le sexisme ou le racisme, c'est un moment fort aussi, le moment de cette prise de conscience, de se dire c'est pas moi personnellement qui suis visée là, même si c'est pour moi que c'est dur. Oui. Mais pour autant, voilà, c'est vraiment une expérience collective et c'est des mécanismes qui se mettent en place. Et la deuxième partie de ma question, c'était comment vous avez fait, vous, chacune, pour reprendre le pouvoir aussi par rapport à ces situations qui sont des situations traumatiques, même si c'est des micro-agressions, ça reste quand même des traumatismes, même si c'est des micro-traumatismes qui se jouent quand on est en but en permanence au sexisme ou au racisme, même sur des toutes petites choses, sur l'infiniment petit. C'est aussi comment on crée des stratégies de réponse ou de défense. Et j'ai l'impression que toi, la stratégie, en tout cas que j'identifie dans ce que tu dis, c'est vraiment celle du savoir et de la recherche et d'arriver à élaborer à travers le travail de recherche sur ce sujet. Et on pourra parler après, une fois que tout le monde aura eu la parole, peut-être de quelques résultats de l'étude que tu as faite pour voir si ça résonne aussi avec les témoignages des deux autres personnes qui sont là. Yacine, tu veux y aller ? Ouais. Comment on fait ? Moi, je dirais qu'on monte sur le plateau et qu'on nomme, qu'on nomme les choses, qu'on dit. C'est ça, comme ça que moi j'ai fait. Et après, comment on s'en rend ? Enfin, déjà, quand on rentre dans une salle de théâtre en tant que spectateur, on se rend très vite compte qu'on n'est pas la norme. On se rend très vite compte qu'on n'appartient pas à... Alors, on ne sait pas si en face de nous, c'est la norme, mais en tout cas, il y a quelque chose qui fait qu'on n'est pas exactement pareil que les autres. Et je le perçois toujours dans toute ma pratique. Je vais énormément au théâtre. Et voilà, et il y a des endroits, par exemple, incroyables, comme le T2G, le CDN, donc le Centre dramatique national de Gennevilliers, que j'aime beaucoup et dans lequel je vais souvent. Et c'est fantastique parce qu'on y va, on est de Gennevilliers ou on est dans le métro et il y a pas un blanc. Puis d'un coup, on arrive au théâtre et là, d'un coup, on ne sait pas par où ils sont arrivés, mais il n'y a que des blancs. Et c'est incroyable. Et souvent, on les repère parce qu'il y a des petites flèches pour nous amener au théâtre de Gennevilliers. Et d'un coup, on s'aperçoit qu'il y a comme ça un peu une colonie qui avance vers le théâtre. Donc, c'est bien quand même qu'il y a un problème, même si, évidemment, les équipes, notamment du T2G, font un travail incroyable et super sur la ville. Et voilà, il faut toujours le dire d'ailleurs. C'est quand même qu'on fait des constats, mais qui ne doivent pas mettre en péril le travail, enfin, qui ne doivent pas des critiques du travail incroyable que font des équipes au jour le jour pour essayer que ça change, parce que je crois quand même qu'il y a un constat général qui est quand même que les gens qui font ce métier, qui appartiennent quand même, ont quand même majoritairement envie que les choses changent et qu'on soit quand même, donc on aille vers une société plus mélangée, riche de nos différences, et voilà. Donc voilà, après nous on a décidé avec mon compagnon qui est aussi un homme queer et racisé d'ouvrir un lieu et de donner la parole à des personnes invisibilisées. Et nous on dit le récit manquant en fait. Voilà, les nouveaux récits, c'est le récit manquant, c'est ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'entend pas, ce qu'on n'a pas entendu. Et donc on a décidé d'être à cet endroit-là. Et il s'avère que c'est marrant parce que quand on traite aussi de ces sujets-là, le public change. Alors il ne faudrait pas non plus, toujours pareil, il ne faudrait pas non plus d'un coup que les spectacles ne deviennent que des choses thématiques, parce que bon, voilà, et donc du coup c'est toujours voilà, et puis réservé à une catégorie, donc de sectoriser ces publics. Donc ce qui serait encore voilà, donc il faut toujours un peu être sur une ligne de crête comme ça, dans l'idée de donner la parole, d'entendre. Et surtout quand on donne la parole, c'est le truc, c'est de la laisser prendre en fait. C'est de proposer à des gens qui la prennent plutôt que de la donner. Parce que ça, c'est un problème dans ce qu'on appelle pas justement aujourd'hui la diversité, mais c'est qui pense la diversité. Et il y a aujourd'hui quelque chose où moi je l'aperçois dans ma propre pratique, où soit où il y a un rapport où je me sens à des endroits essentialisés. C'est-à-dire que moi j'ai envie de parler de choses qui évoque et qui passe par le racisme, l'homophobie, voilà. Mais je parle aussi de tout à fait autre chose dans mon travail. Et il y a des moments où je sens qu'en fait on ne fixe que ça, parce qu'en fait on ne veut entendre que ça. Et qu'il y a aussi la parole que le pouvoir bourgeois, c'est parti, attention Marc, ça arrive, il y a quelque chose que le pouvoir bourgeois veut nous mettre dans la bouche. C'est-à-dire on veut bien vous entendre, on veut bien vous parliez, mais pour que vous nous disiez ce qu'on a envie d'entendre. Et ça, c'est encore différent, je le sens, et
Mais voilà, il y a des choses qui avancent, mais il y a quand même c'est un peu de la TNT cette histoire, hein, quand même. C'est assez, ça s'est manié avec minutie, mais en général, moi ce que j'observe, c'est le mieux, c'est que de laisser les gens parler et puis de les écouter et de se taire, ce qui est pas mal quand on est au théâtre. D'être là, d'entendre, c'est bien, ça marche. Voilà. Merci Yacine. Peut-être que je peux te poser la question, Sylvie, justement sur cette notion de récit manquant pour rebondir. On sait que le cinéma a une grande force dans la construction des récits collectifs et sur la construction de nos représentations collectives. Justement, toi, cette question des récits manquants ou des récits minorisés, comment est-ce que tu la traites dans ta programmation ? Alors, ouais, effectivement, il y a la programmation, il y a aussi, en effet, le fait qu'une salle de cinéma, RSC, c'est une salle qui va sans doute plus spontanément accueillir une certaine catégorie de population, CSP+, voilà. Et du coup, c'est comment on réfléchit à ça. Alors moi, c'est vrai que du coup, j'ai pas mal réfléchi aussi pour préparer tout ça, parce que je me rendais compte, enfin en tout cas, je savais pas si c'était totalement, comment dire, volontariste, stratégique, etc. Ma démarche, ça venait, je pense, en tout cas, d'abord d'une sensibilité, mais aussi, après, forcément aussi d'une démarche peut-être plus politique. Mais en tout cas, oui, le constat, c'est que alors, il y a les lieux tels qu'ils sont, le public qu'ils accueillent, et il y a aussi la programmation, les films, et comment sont produits les films. Donc, en effet, il y a quand même forcément un truc assez homogène dans la manière de produire les films, et du coup même, je veux dire, dans les corps, dans les acteurs qu'on retrouve de film en film, etc. Donc c'est aussi comment on a envie, en tout cas, de donner une place à d'autres représentations. Et ça, du coup, c'est... Alors, les récits manquants, en tout cas, moi je sais que aussi le lieu que je programme, c'est un lieu qui est assez situé, donc à Bayonne, donc au Pays Basque, sur un territoire qui est, je pense quand même, voilà, pour dire, assez sensible à la question des minorités. Il y a la question de la langue aussi, qu'on a intégrée aussi progressivement dans notre programmation, hein, la question de la langue basque, du cinéma basque, tout ça, ça fait partie aussi de cette reconnaissance culturelle. Et c'est aussi un territoire qui a été le fruit de luttes et qui a un tissu associatif assez fort, que ce soit en termes d'associations pour l'écologie, associations LGBT, planning familial, etc. Donc évidemment, assez naturellement, on tient compte de ces tissus associatifs, sachant que une salle de cinéma, c'est un lieu qui... alors je ne sais pas si ça sert de comparer avec une salle de théâtre, mais en tout cas, c'est un lieu qui est ouvert tous les jours, qui est un lieu où il y a énormément de rencontres et de débats. Et particulièrement dans ce lieu qui est plus qu'un cinéma, qui a plus qu'un cinéma, je veux dire par là, c'est que c'est un lieu avec un bar, un restaurant, un lieu d'expo, il se passe parfois des concerts aussi, donc il se passe beaucoup de choses, et du coup l'idée c'est que ça circule aussi. Je suis en train de me perdre dans ce que je voulais dire, mais comment dire cette question des représentations, donc voilà, ça se fait aussi assez naturellement, cette idée de d'accueillir différents récits. En tout cas, il y a aussi le fait, dernière chose, c'est que c'est un cinéma qui est même dans sa programmation, dans son identité éditoriale, qui revendique en fait une programmation qui n'est pas forcément généraliste, mais qui est très typée. Donc très typée dans le sens, c'est des premiers films, c'est beaucoup de documentaires, c'est des jeunes auteurs qu'on a envie d'accueillir, et donc forcément, en tant que programmatrice, je fais le choix parmi tout ça, d'accueillir certains jeunes auteurs, jeunes autrices, et c'était intéressant parce qu'on discutait l'autre jour des chiffres. Est-ce qu'on on regardait un peu si on avait des quotas de programmation, tout ça, et je disais non, pas vraiment, mais en fait du coup j'ai regardé aussi un peu sur la dernière année quels avaient été les invités qu'on avait accueillis, et de fait j'avais quand même une majorité, en tout cas 2 femmes invitées mais voilà, que ce soit productrice, réalisatrice, comédienne, intervenante, dans plein de domaines. Et donc, et puis après, et voilà, et qui est plein de sujets qui se croisent. Et peut-être que tu aussi voulais me faire réagir sur le fait que
en tout cas, je voudrais aussi. Enfin, ce qui est important, c'est aussi qu'on n'assigne pas ni les cinéastes ni même les films à leur thématique. Pour moi, c'est très important aussi que c'est dans notre ligne éditoriale, c'est que voilà, c'est quand même chacune à dire des choses sur le monde aussi. En fait, l'idée, c'est que les films nous mettent en mouvement et que c'est pas uniquement des messages qu'on envoie. Moi, je me sens pas là pour délivrer un message, un discours et même voir prendre les spectateurs en otage en leur disant voilà, on va faire un sujet, on va faire une soirée sur telle thématique. C'est pour ça que, en général, je prends un peu un biais. Je choisis pas forcément de faire un débat avec une association, en tout cas directement en particulier. J'aime bien aussi avoir des regards croisés pour éviter justement ces cloisonnements, quoi. Peut-être, Tiffaine, si tu veux bien nous partager quelques résultats justement de l'enquête que vous avez menée avec la Nef. Alors, c'est celle-là. Sur les questions de carrière et pour voir comment ça résonne justement avec les choses qui ont été dites précédemment. Alors en 2021, comme je vous disais tout à l'heure, on a fait une étude à la Nef sur la place des musiciennes dans les musiques actuelles, essentiellement en Charente. On est parti de chiffres nationaux sur le fait que en 2019, il y avait 17% de femmes sur les scènes de musiques actuelles. À la Nef, c'était 9%. Dans les studios de répétition, on est autour de 14-15% de musiciennes qui fréquentent les studios de répétition. Donc l'idée, c'était de savoir qu'est-ce qui se passait et pourquoi il y avait si peu de musiciennes. Donc comme je vous l'ai dit, on a travaillé sur les trajectoires, les parcours des musiciennes de l'enfance à l'âge adulte. Déjà sur le choix des instruments, on s'aperçoit que très tôt, les musiciennes, elles vont pas vers la guitare électrique, la basse ou la batterie, qui est dans le qui est en tête d'un groupe musiques actuelles de base, on va dire rock. Donc elles vont essentiellement vers le chant et le clavier, et les autres instruments, c'est vraiment que pour les garçons. Donc déjà faire le constat de ces chiffres-là, et après nous, on a vraiment interrogé, on a fait une enquête quantitative, donc avec surtout des jeunes entre 11 et 18 ans, et après on a fait une enquête qualitative, donc avec des entretiens collectifs avec des musiciennes adultes, des musiciennes qui étaient en pratique amateur, professionnelle, ou même des musiciennes qui avaient arrêté, histoire de confronter un peu tout le monde. Et donc on s'aperçoit que dès l'enfance, déjà par le choix de l'instrument, les filles quand même se mettent en retrait, donc elles chantent majoritairement, ce qui n'est pas une place forcément simple d'être chanteuse. Et donc, par exemple, un des premiers constats, c'est qu'à l'âge, vers l'adolescence, les filles commencent déjà à être en retrait. Les garçons vont plus vers des pratiques autonomes. Dans les musiques actuelles, c'est assez important d'être autonome, d'aller chercher des dates, d'aller répéter, tout ça. Donc, on s'aperçoit que les garçons, ils sortent de chez eux, ils se constituent en groupe, que les filles, elles sont quand même assez intérieures au sein du foyer. Elles commencent à avoir des pratiques en solo. Elles préfèrent d'avoir des pratiques encadrées, donc avec un prof, ça les rassure. Elles sont plus scolaires, voilà, c'est la question. Et là, on arrive tout de suite sur la question de la confiance en soi et de la légitimité. Et moi, ça m'a un peu marqué, parce que je me suis dit, ah oui, ça arrive dès 14 ans, en fait. On commence déjà à avoir un peu un manque de confiance en soi, etc. Bon, après, je vous passe très vite, arrivé à l'âge adulte, avec tout ce qu'on sait, les filles sont plutôt mal payées, métiers précaires, et puis vers 30 ans, elles arrêtent, parce que c'est trop compliqué avec la vie de famille, etc., etc. En fait, moi, ce qui m'a marqué dans cette étude, c'est vraiment la question de la légitimité. C'est revenu quasiment, alors moins dans l'enquête quantitative, mais surtout dans l'enquête qualitative avec les entretiens. Les filles, elles avaient des carrières qui tournaient pas mal, d'autres qui tournaient pas beaucoup, en pratique amateur ou professionnelle. Et toutes, elles se sentaient pas légitimes. Et même des filles qui avaient des carrières, qui faisaient des tournées et tout ça, elles disaient non, j'ai hyper peur, non, là, ma création musicale, ça va pas, etc. etc. quoi. Donc ça a été un fait assez marquant. Et après, l'idée de se dire que elles avaient tout ça en commun. Nous, on s'est vite dit, il faut quand même qu'on fasse quelque chose. Donc on a travaillé sur, notamment, on a créé un café des musiciennes, histoire de libérer un peu la parole, parce qu'en fait, tout à l'heure, quand je vous disais que moi, je me suis rendu compte très sur le tard que j'étais une femme dans la musique et que effectivement toutes les problématiques de confiance en soi, etc., je les avais depuis longtemps, mais que je l'avais pas identifié par rapport au fait que je sois une femme et puis même une femme racisée maintenant. Pardon, que je me rende compte que je suis une femme racisée et que ça pose des problèmes effectivement dans mon métier. Qu'est-ce que je voulais dire? Que ça pose des problèmes, je ne sais plus.
Oui, et en fait, voilà, de se dire que, en fait, toutes ces filles avec qui on a travaillé, qui avaient entre 18 ans et 60 ans, elles se rendaient compte au moment où on parlait qu'elles prenaient conscience, et d'un coup, paf, donc changement pour plein de filles, etc. Mais du coup, je me suis dit, mais c'est quand même dingue. On parle, enfin maintenant, c'est quand même des sujets qui sont autour de la table. On en parle beaucoup sur les mouvements MeToo, etc. Et que nous, on n'arrive pas à conscientiser. Voilà. Et ça, du coup, c'est des choses qu'on réfléchit beaucoup. Voilà, c'était ça. En tout cas, dans l'étude sur les droits musiciennes, ça nous a marqué. Et voilà. Merci Tiffaine. Peut-être pour conclure sur cette partie-là, les éléments qu'on retrouve fréquemment comme inégalité dans les carrières, puisque c'était un des sujets là qu'on vient d'aborder ensemble, outre les moyens d'action sur lesquels on va aller après en seconde partie, c'est un peu les mêmes mécanismes que dans d'autres secteurs, c'est-à-dire qu'on va trouver notamment la discrimination à l'embauche, soit l'exclusion systématique ou le traitement défavorable des candidats ou candidates en raison de leur genre, de leur origine sociale, de leur origine ethnique ou raciale réelle ou supposée. Et tout ça, c'est des mécanismes qui existent dans l'ensemble du secteur professionnel en France, mais c'est des mécanismes qui sont accentués dans le secteur culturel. Pourquoi ces mécanismes de discrimination à l'embauche sont accentués dans le secteur culturel? Parce que tout simplement, en règle générale, il y a peu d'embauches. C'est-à-dire que c'est quasi uniquement de la cooptation. On est dans un secteur dans lequel, notamment pour les artistes, c'est extrêmement structuré par la cooptation. Dans les projets artistiques, il y a quand même peu statistiquement de casting, etc. Et il y a quand même beaucoup de personnes qui sont prises juste parce que on appelle cette personne-là parce qu'on la connaît, etc. Et donc ces phénomènes-là, ils vont aller favoriser une forme d'endogamie qui est assez présente dans le secteur, c'est-à-dire qu'on va, et ça c'est humain, chacune le fait, aller coopter des gens qui nous ressemblent. Et donc plus les gens qui sont au pouvoir sont homogènes en tant que personnes blanches de catégorie socio-professionnelle supérieure, etc., privilégiées, et plus en fait on va aller se coopter, là je parle en jeu, entre nous. Donc ça, c'est une réalité à laquelle, si on ne prête pas attention, ça va continuer. Et c'est effectivement, si on n'en fait pas un sujet, c'est pareil pour l'égalité femmes-hommes que pour les autres sujets. Si on ne décide pas sciemment d'en faire un sujet, en fait, on ne peut pas compter sur le progrès extérieur à nous pour faire avancer les choses. Une autre question, c'est le plafond de verre, dont on a pas mal parlé. Vous connaissez cette notion, qui va faire que certaines carrières vont à un moment plafonner et s'arrêter, et ça va être une impossibilité d'accéder à des postes à plus de responsabilité, plus de visibilité, plus de poids symbolique. Et ça va être également ce dont on parlait là à l'instant à plusieurs, c'est ce qu'on appelle les micro-agressions. C'est-à-dire qu'on ne va pas naître avec moins de confiance en soi en tant que femme ou en tant que personne minorisée dans le champ social. C'est pas inné. Mais par contre, on va avoir une socialisation qu'on appelle la socialisation différenciée, avec des qualités différentes qui vont être valorisées. Et on va avoir aussi tout ce qu'on appelle les micro-agressions. On en parlait à l'instant avec Tiffaine, c'est-à-dire tous ces comportements quotidiens qui ne sont pas du tout forcément volontaires de la part des personnes qui les agissent, ces comportements. Personne se lève le matin, on le disait hier, en disant « Ah, je vais être bien sexiste aujourd'hui et je vais discriminer le plus possible ». Ben non, bien sûr que non, personne ne se dit ça, enfin peu de gens. Mais par contre, on peut tous et toutes agir du sexisme, du racisme et mettre en place ces fameux comportements qui sont des micro-agressions, qui ont l'air anodins, qui ont l'air infiniment petits, mais qui, pris tous ensemble, vont avoir un impact sur la confiance en soi des personnes et du coup sur leur carrière et sur leur capacité à continuer à rester dans ce secteur. Et effectivement, il y a aussi toute cette question que tu traitais, qui est celle de l'intersection des discriminations, c'est-à-dire non seulement les discriminations racistes, les discriminations sexistes et d'autres vont venir en fait s'accentuer finalement les unes les autres. Donc pourquoi je parle de ça? Parce que ça me semble important qu'on se dise aussi que quand on est en situation, et c'est peut-être le cas de certaines d'entre vous, de direction, de management, de choisir des personnes avec qui on travaille, c'est aussi une responsabilité collective, non seulement de prendre conscience de ça, mais aussi de se dire que si on n'en fait pas un sujet, et je reviens là-dessus et je souligne ce message, si on ne décide pas de s'en saisir collectivement, et si les personnes qui sont au pouvoir aujourd'hui ne décident pas de s'en saisir, en fait, on va avoir du mal à avancer parce qu'avec le pouvoir et avec les privilèges vient aussi la responsabilité de... comme tu disais, de faire de la place, mais c'est pas seulement de faire de la place, c'est la responsabilité aussi d'écouter. Et ça m'amène à la question suivante qui était la phase suivante qui est de comment agir par rapport à ce sujet. Là, j'avais plusieurs questions. Je voulais te demander
Yacine, par exemple, si tu veux bien, toi, tes choix justement de programmation, de médiation, de communication, comment est-ce qu'ils sont guidés par ces questions? Alors, tu disais quand on préparait l'art divise, la culture rassemble, on parlait d'essentialisation aussi avec toi, Sylvie, de se dire, bon, ben, on ne va pas amener un sujet pour absolument amener le sujet et finalement oublier la forme artistique et le travail qu'il y a derrière. Donc comment est-ce que vous, en tout cas tous les deux qui êtes sur des postes de programmation, comment est-ce que vous traitez cette question et comment est-ce que vous questionnez consciemment ou pas le rapport à la norme ou le rapport aux hiérarchies sociales dans votre travail de programmation? Mais je rebondis juste sur ce que tu disais en disant qu'il n'y a pas de personne qui se lève tous les matins en disant qu'il va être discriminé. Je crois qu'il y a un mec qui s'appelle Donald et qui le fait absolument tous les jours et qui va diriger encore les États-Unis pendant 4 ans et qui va le faire tous les jours et que c'est un vrai projet et que sauf que ce gars-là, on pourrait se dire bon ben c'est ailleurs, sauf qu'en fait il appartient à une mouvance politique qui se met en place sur toute l'Europe notamment et qui va nous arriver aussi et que c'est des gens qui profondément pensent que ce qu'on est en train de faire ici c'est de l'infamokisme, voilà, c'est-à-dire que revendiquer des droits ou une égalité en fait c'est une idéologie pour eux, donc eux en fait se battent contre cette idéologie, donc je pense qu'en fait il y a quand même un vrai terrain politique et de vigilance et même de combat à avoir. Voilà, ça c'était mon petit point de vue. Après, je pense que c'est voilà, en fait, parce qu'en effet, comme je disais tout à l'heure, il y a des gens partout qui essayent de faire que les choses avancent et qui croient à cette société multiculturelle, qui croient à l'échange, qui croient au dialogue, qui croient à la richesse de nos diversités. Et puis il y a des gens qui pensent l'inverse, au nom d'un certain universalisme qu'on ne va pas redéfinir ici, mais qui finalement est une notion blanche et bourgeoise, et qui est toujours la notion des gagnants. Donc voilà. Ensuite, par rapport à comment on fait une programmation, oui, ensuite, je voulais aussi rebondir sur les questions de discrimination à l'embauche quelque part, parce que moi, en tant qu'interprète, j'ai une pratique qui est très ambivalente. Enfin, j'ai une expérience, pardon, qui est très ambivalente. C'est-à-dire que, à la fois, moi, j'ai jamais été engagé parce que j'étais, par exemple, perçu comme arabe. Mais j'aurais tout à fait, voilà, si on me proposait un film sur la guerre d'Algérie, ben oui, ok, très bien, je suis pas du tout algérien, mais enfin bon, j'ai bien conscience que mon corps peut servir à ça, donc il n'y a pas de problème, même si ça s'est pas présenté. En revanche, par exemple, il y a tout un champ où ça m'a énervé, c'est-à-dire d'être essentialisé à un endroit plutôt de la banlieue, du gars qui vole des voitures, de la délinquance, donc voilà, et ça, c'est quelque chose où vraiment, à un moment, j'ai dit non, en fait. Et j'ai peut-être dit non aussi parce que cet endroit-là d'espèce de virilité brute de l'homme arabe en colère qui vole des voitures, parce que c'est ça, en fait, qui est derrière ce concept-là, rentrait en choc avec ma queerness, quoi, c'est-à-dire avec mon corps qui essaie de s'affranchir d'une certaine virilité, et en tout cas qui ne présente pas une virilité affirmée, conquérante. Et du coup, en fait, d'un coup, mais c'est surtout au cinéma que ces choses-là sont arrivées. Et comme en plus, par ailleurs, j'adore pas être interprète de cinéma, c'est pas du tout parce que je préfère du tout. Du coup, il y a un truc qui des fois nous met en perspective, enfin nous met dans des rapports extrêmement ambivalents par rapport à nous-mêmes, et des fois on s'y perd un peu. Des fois, ça devient un peu comme des miroirs comme ça, où on ne sait plus exactement qui on est, on ne sait plus exactement comment se percevoir soi-même, parce qu'on ne sait plus exactement comment la personne nous perçoit. Et voilà, mais je sens que les choses changent aussi, et que maintenant... on n'oserait plus forcément dire à quelqu'un, en gros, tu fais trop aider pour être le rôle, on lui dirait plus. Ou on dirait plus, non, je cherche pas d'arabe. Mais on le disait encore, si par exemple on se présentait, moi j'avais proposé avec des amis, on avait proposé de faire des sortes de performances, c'est-à-dire d'arriver dans des castings où on dit que les personnes doivent être caucasiennes, et d'arriver, parce que c'est souvent prof, on voit pas pourquoi il serait plus blanc que les autres, mais bon. Donc du coup on s'était dit ça, on va le faire. Mais en fait on s'aperçoit que peut-être maintenant quand même les gens sont très vigilants à ça, on a quand même un milieu qui agit et voilà, que les choses changent, et peut-être que les gens le pensent encore mais les gens ne le font pas. Voilà. En tout cas dans le milieu, je trouve, du cinéma. Dans le milieu du théâtre, franchement, honnêtement,
moi, ça s'est jamais présenté, quoi. Je dois dire quand même que j'ai joué des rôles classiques, j'ai joué des rôles contemporains, j'ai joué avec plusieurs metteuses en scène, plusieurs metteurs en scène. Jamais, à aucun moment, la question ni de mon corps queer, ni de mon corps racisé, ni même de mon corps pauvre ne s'est posée dans l'exercice du travail. Peut-être parce que moi aussi j'ai conscientisé que ça servait à quelque chose, mais en revanche, dans l'extérieur du travail, notamment la question des personnes pauvres versus les personnes bourgeoises, dans le milieu du théâtre, ça fonctionne à plein. C'est-à-dire qu'évidemment qu'il faut des codes pour pouvoir parler à telle personne. Enfin, il y a une façon de parler, il y a une façon de se mouvoir, il y a une façon... C'est con, hein, mais il y a une façon de boire, mais ne pas trop boire. Il y a une façon de manger, mais de pas trop manger. Il y a une façon de parler, mais de pas trop parler. Mais quand même de dire. Mais quand même... Et en fait, c'est des mécanismes qui sont que des personnes qui ont baigné là-dedans toute leur vie, elles ont. Mais c'est des mécanismes qu'un pecno comme moi qui déboule n'a pas, en fait. Et des fois, on se trompe, on se plante et on est catégorisé. Parce qu'on a trop parlé, parce qu'on a trop dit, parce qu'on a trop gueulé, parce qu'on a gueulé trop fort. Et donc, en fait, c'est quand même des mécanismes... Bon, après, Proust a écrit ça beaucoup mieux que ce que je suis en train de dire, mais c'est vraiment ça qui fonctionne à plein dans le milieu du théâtre, je trouve. Voilà, c'est ça. Ça ne répond pas du tout à ce que tu disais, mais c'était les 2 points que j'avais envie de... Mais je sais que tu vas pouvoir rebondir. Merci. Oui, effectivement, et merci de rappeler qu'il y a quand même un projet idéologique voilà, qui existe et qui est une vraie menace aujourd'hui. Oui, peut-être Sylvie, par rapport à ça, on en a pas mal discuté aussi sur cette question de comment toi tu travailles ce sujet dans ta programmation et notamment de la place que tu laisses, que tu proposes, que tu donnes au secteur associatif et à tout ce qui est justement les temps d'accompagnement des films. Et tu soulignais le fait que c'est pas seulement la programmation, c'est-à-dire vraiment des choix artistiques, mais c'est aussi comment est-ce que tout ça est construit avec le tissu local. Oui. Non, c'est pas évident de rebondir par rapport à ce que tu disais, Yacine, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont... Voilà, c'est un témoignage assez fort, qui sont très intéressantes. Et moi, du coup, voilà, c'est vraiment depuis la place plus classique de comment on fait en tant que programmatrice là-dessus. Et je rejoins aussi ce qui a été dit en préambule sur ce moment politique quand même, qui est quand même particulier. On parlait de Trump, mais évidemment en France c'est pareil. Enfin c'est pareil, on va aussi vers quelque chose de très dur. Et donc en tant que programmatrice, il y a aussi un moment donné où on se dit bon, il y a des choses qu'on fait assez naturellement dans notre programmation, mais à un moment donné, est-ce qu'on les rend plus articules, encore plus, on les rend encore plus visibles parce qu'on a envie que voilà, il y a aussi un discours qui passe finalement. Et donc moi c'est une question que je me suis posée aussi, et de fait, je pense qu'on a fait aussi une rentrée plus offensive sur une programmation, voilà, sur certaines questions, sur certains sujets, sur l'histoire de Souleymane, en faisant justement une grosse soirée, en faisant venir les assos, en faisant venir le réalisateur, sur les questions LGBT. Alors, par exemple, là, il y a un film qui va sortir qui s'appelle Les Reines du Drame, qui était donc présenté à la Semaine de la Critique d'Alexis Langlois. Et c'est comment aussi on construit les choses autour, en fait. Donc, nous, il se trouve qu'on a aussi un ciné-club 15-25, enfin, de jeunes qu'on a monté il y a quelques années, mais qui, du coup, prend une autre dimension depuis 2 ans. Et donc, ils sont une vingtaine. On essaie aussi de recruter, alors, c'est un ciné-club plutôt étudiant, mais on a aussi quelques lycéens et puis des jeunes travailleurs. On lance son appel à candidature et puis ceux qui sont motivés intègrent ce ciné-club, et l'idée c'est de leur faire vraiment participer, de les faire participer aussi à la vie du cinéma. Donc on leur montre des films en avant-première, on écoute aussi ce qu'ils ont leurs envies, et ils font pas mal d'interviews, ils préparent des soirées. Donc là sur Les Reines du Drame notamment, il y en a 2 qui ont vu le film en amont et qui vont animer notamment un ciné-quiz, mais avant ça on avait déjà fait une avant-première avec une des actrices qui était invitée. Donc ouais, ça passe par là, ça passe aussi par une expo qu'on va mettre en place autour du film, mais qui fait lien aussi avec le territoire, parce que c'est une photographe qui s'appelle Camille Chopin qui a fait photographier en fait un cabaret queer qui se produit en Soule, et donc on fait en sorte aussi, voilà, de faire ce lien entre l'expo
et la sortie du film, comme on l'avait fait l'année dernière sur un film qui s'appelait Kokomo City et qui était un film donc qui était sorti vraiment de manière assez confidentielle, hein, mais un documentaire sur des femmes, sur des travailleuses du sexe transgenres issues de la communauté afro-américaine. Et donc, il y avait une expo aussi qui avait tourné, qui s'appelait Queernas, d'Honora Noor, sur des portraits iconiques comme ça de personnes transgenres. Et cette expo, elle avait été accompagnée par une association qui s'appelle Team Sama, féministe. Donc, voilà, tout ça pour dire qu'on essaie en tout cas de donner une cohérence à tout ça, de faire du lien, de faire intervenir différentes personnes. Et bon, voilà, c'est des exemples, mais ça passe aussi par ça. Ça passe évidemment par l'éducation à l'image aussi. Alors, évidemment, quand je dis ça, c'est des exemples que je donne, mais on est aussi, évidemment, on est conscient que dans un cinéma, même si c'est considéré, je pense, La Talente comme un cinéma, on va dire, relativement engagé, à la fois sur des formes de cinéma, sur des thématiques, etc., mais qu'en même temps, on est ouvert à une pluralité de public et qu'on ne veut pas non plus se cantonner à certaines choses. Donc, on a des équilibres de programmation à trouver, on a aussi des films, on va dire, sur plein de sujets. Mais en tout cas, sur l'éducation à l'image, c'est évidemment aussi un endroit où on accompagne les films, on fait venir des intervenants, on fait en sorte aussi, on essaye, parce que c'est pas toujours facile non plus, mais pour plein de questions, pour plein de raisons, de faire rencontrer en fait les élèves qui viennent voir des films avec des invités qui peuvent venir, parce qu'il y a une section cinéma aussi sur la ville. Donc ça passe par ça, et aussi pour revenir sur la question du recrutement, enfin de nos équipes et tout ça, c'est vrai que là aussi je ne sais pas si ça a procédé d'une démarche complètement volontariste, mais bon, en tout cas, dans nos équipes, dans notre équipe, l'équipe du cinéma, il y a vraiment aussi un rajeunissement depuis quelques années, et c'est super, c'est très riche, parce que moi aussi, ça m'a forcément aussi questionné sur certaines choses que je faisais, soit je disais, soit je faisais naturellement, et parfois des bêtises que je pouvais dire aussi. Et du coup, je trouve que c'est intéressant aussi d'avoir d'autres regards. Nous, l'année dernière, on avait une personne qui était Emma, en service civique chez nous, qui est plutôt d'un parcours école d'art, tout ça, et qui était très sensible aux questions de genre, tout ça. Et du coup, je pense que ça a aussi nourri, moi, ça m'a nourri mon regard, ça a aussi nourri nos échanges, notre programmation. Il y a des séances qui ont été présentées aussi, qui ont été prises en charge par d'autres personnes. Et je trouve que c'est important aussi d'être un peu à l'écoute de tout ça, et en tout cas de ne pas être sclérosé dans une vision. Voilà. Merci Sylvie. Je vais peut-être revenir à notre question de base, qui était celle de comment une programmation peut-elle contribuer à lutter contre les discriminations. Yacine rappelait le trumpisme et puis le moment politique global qu'on est en train de vivre aussi ici en France, avec un vrai projet idéologique qui s'attaque aux droits des femmes et des minorités. Donc justement, dans un contexte comme celui-là, est-ce que vous, invités de cette table ronde, vous pensez qu'une programmation, une médiation, une communication d'une structure culturelle, elle peut vraiment avoir un poids politique pour contribuer à cette lutte contre les discriminations? Et est-ce que vous avez déjà, vous, les uns les unes les autres, constaté dans votre propre travail des déclics, des choses qui ont bougé, des mobilisations de personnes, à titre individuel, à titre collectif, suite au travail que vous faites? Tu veux y aller? Oui, vas-y. Alors déjà, pardon Anne-Lise, mais je vais revenir sur ce que tu disais, Yacine, sur... Moi, en travaillant cet été sur les personnes racisées dans la musique classique, je pensais que c'était un monde assez ouvert. Je viens de ce monde-là, je n'avais pas eu trop de problèmes, etc. Et en fait, je me suis aperçue que c'est un monde hyper violent. Donc, forcément, la musique classique, on peut se dire que c'est un peu conservateur, etc. J'ai recueilli des interviews. En fait, on m'a demandé de faire un podcast cet été sur musicienne et racisme ordinaire. Voilà, donc c'est une ébauche de réflexion, c'est pas, la recherche n'est pas aboutie, mais du coup j'ai interviewé pas mal de musiciennes racisées
et notamment une musicienne classique, professionnelle, intermittente, qui me racontait que systématiquement, donc elle est métisse, systématiquement quand elle fait des remplacements dans les conservatoires, on lui demande, elle est violoniste, on lui demande si c'est la prof de gospel. Donc en fait, je me suis quand même interrogée et au fur et à mesure des entretiens, au fur et à mesure, on me rapportait toujours les mêmes choses, quoi. Donc je me suis dit, bon, déjà, voilà, c'est un monde qui est quand même assez compliqué, pas du tout si ouvert. Et après, je me suis quand même, j'ai essayé de me dire, bon, alors dans les musiques actuelles, qu'est-ce qui se passe? Je travaille à la Nef, bon, pareil, hyper ouvert, où il se passe plein de choses, on se dit, ouais, c'est cool. Donc là, je suis en phase d'observation des concerts, donc effectivement, public blanc, sur scène, des personnes blanches, dans les prods, des personnes blanches, etc., etc., etc. Et donc, du coup, là, je suis en train de me dire, bon, bah, effectivement, il y a quand même un gros problème sur ce qu'on ressent, enfin ce qu'on voit et on se dit bon bah voilà en fait c'est cool, on est dans le milieu de la culture, c'est vachement bien et en fait pas du tout tant que ça. Enfin voilà, je voulais rebondir. Alors peut-être que le théâtre, enfin moi je connais pas du tout le monde du théâtre hein, et que c'est chouette, mais moi, là j'ai eu une petite redescente quand même depuis quelques mois où je me suis dit on travaille beaucoup sur la question du genre en ce moment et notamment la place des femmes. Que du coup j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'interrogations, il y a beaucoup de recherches et on avance et tout ça. Et sur la problématique des personnes racisées, notamment, il n'y a pas grand-chose. Enfin, même au niveau recherche scientifique, hein, en sociologie, il n'y a pas grand-chose. Alors, il y a quand même quelques chercheuses qui travaillent sur les questions. Donc, voilà. Donc, je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire et que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont très isolées, notamment la musique, et qu'on a l'impression que non. Et en fait, bon, bref, voilà, petit aparté. Et la question, c'était sur la programmation. Ouais, alors, oui. Et ben, nous, avec les Drôlesses musiciennes, au-delà du constat, on met en place plein d'actions. Donc, déjà, on diffuse l'étude beaucoup. On se balade dans les salles de concert, les lycées, les collèges. Donc, on va avoir beaucoup de jeunes, notamment. Et ça, c'est pas mal. Et donc, oui, il y a des déclics. Et il y a surtout des déclics chez les musiciennes, dont je parlais tout à l'heure, qui ne s'apercevaient pas et qui même des fois étaient un peu en réaction à dire non mais ça va, moi c'est bon, dans mes groupes ça se passe toujours bien, il n'y a pas tant de problèmes que ça, qui viennent nous voir 6 mois après en disant ah ben en fait si il y a eu ça, ça et ça. Donc pour nous c'est assez positif la prise de conscience. On travaille beaucoup avec les collectivités notamment et on sent que, en tout cas en Charente, on est très accompagnés et on sent qu'il y a un vrai déclic sur ces questions. Alors je pense qu'on était un peu... on teste plein de choses et plein d'actions et on sent que ça bouge et qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont mobilisées et en tout cas qui nous accompagnent sur toutes ces questions. Alors peut-être on est encore loin de faire l'unanimité, hein, mais en tout cas, je reprends le côté assez positif. Pour le moment, ça bouge pas mal, mais attention. Parce qu'il faut toujours être très vigilant, notamment ce qui se passe sur scène, sur les programmations. Dès qu'on perd un peu sa vigilance, ben pof, il y a plein d'hommes hétérosexuels blancs qui sont programmés. Et du coup, voilà, je pense qu'il faut vraiment toujours avoir une veille et une vigilance importante. Et parce que c'est pas si simple. On sent que, on parlait de Trump et notamment de toutes ces questions, que ça peut vite rebasculer, enfin sans arriver à un Trump, je parle surtout de la Charente, hein, sans arriver forcément à parler de l'extrême droite, mais ça peut rebasculer juste en quelques secondes, un claquement de doigts, et d'un coup, il n'y a que des hommes qui sont programmés, quoi. Donc moi, j'ai quand même j'ai quand même une grosse vigilance, même si on met en place plein d'actions. Oui. Et d'ailleurs, ça me permet de faire un petit hop là par rapport à. En effet, je ne disais pas d'ailleurs que dans le théâtre tout était super. Je parlais surtout de mon point de vue en tant qu'interprète. C'est à cet endroit-là où j'ai vécu une sorte d'indifférenciation par rapport à mon genre, par rapport à mon corps social, par rapport. Mais qu'en revanche, en tant que créateur, la question est tout à fait différente. Et vraiment très différente même. Et ce serait voilà. Mais donc du coup, on va quand même un peu répondre. Je vais quand même essayer par rapport à la programmation en soi. Pourquoi elle est différente ? Parce que je pense que moi, en tant qu'auteur, je suis porteur d'une certaine violence que les gens n'ont pas forcément envie d'entendre. Parce que je pense quand même que quand je rentre dans une pièce et que je dis que je suis metteur en scène, on me pense moins légitime quand même que le même mec qui sera blanc. Enfin, c'est des mécanismes qui ont été observés chez les femmes et qui se remettent. Et voilà, enfin oui, c'est compositeur. Enfin, et ça, je le sens. Je sens bien qu'il y a un truc un peu
ça y est, le fait qu'on soit interprète, qu'on soit là, machin, c'est bien. Déjà, on a arrêté de dire à tous les danseurs qu'ils faisaient du hip-hop quand ils étaient arabes. Enfin voilà, voilà. Et puis que les Noirs avaient le sens du rythme et puis tout ça. Voilà. Donc déjà, on a réussi à enlever ça. Nous, on arrive, c'est vraiment ça. Hein, comme on part de ça, et on part de ça il y a moins d'un demi-siècle. Hein, on part pas de ça il y a super longtemps. Hein. Je veux dire, le côté, bon, bah super, tu fais. Quand moi, j'ai plein de potes qui sont danseurs contemporains. Et qui sont arabes, et en fait, à chaque fois, comme le coup de la prof de gospel, on pense qu'on leur dit, mais alors du coup, la danse urbaine, à quel endroit vous en êtes? Pas du tout, je fais du je danse sur John Cage, enfin, rien à voir. Donc, bon, ça existe, voilà, on arrive un peu à dépasser un peu ça, comme le coup de l'assignation au corps de la banlieue dans le rôle. Après, il y a encore quelque chose de point de vue de... alors, on nous laisse justement la parole peut-être sur des thématiques bien précises. C'est là où on retrouve le truc de la thématique. Mais par contre, on est bien d'accord que monter Phèdre ou adapter Proust, il y a des Blancs qui le feront beaucoup mieux que toi. Enfin, on n'est pas tout à fait légitime à cet endroit-là. Voilà. Ce qui, moi, me fait toujours marrer, c'est ce truc-là, c'est quand tu parles, tu défends un projet, et que les gens comprennent qu'en fait, toi, tu as plutôt une culture en fait classique. Tu vois, voilà, que tu viens plutôt de la campagne, que tu as même plutôt un héritage, bon, tu as une famille musulmane et une famille catholique, et que tu vois, es plutôt dans cet héritage-là, et que en fait, tu commences à dire, bah ouais, moi en fait, c'est quand j'ai écouté l'histoire de Saint-Pierre à l'église que d'un coup, je me suis dit que les histoires c'était super, et qu'on te fait quoi, pardon, et que là on comprend pas, et que tu vois que tu fites pas avec ce que la personne avait, et tu te dis, ok, là tu es disqualifié complètement. Parce que tu n'as pas servi le discours qu'il entendait, c'est-à-dire, moi je suis né à Sarcelles, j'ai galéré, l'école républicaine m'a sauvé, ensuite je suis arrivé et voilà, grâce à Kaderatou, je peux danser, et enfin, c'est ça en fait, et on sent qu'il y a un truc, il faut que ça soit, on veut bien qu'on soit un peu différent, mais quand même dans ce qu'on aimerait bien que chacun soit. Donc c'est un peu ça quand même, vraiment, et donc en tant que créateur, c'est quand même beaucoup plus difficile, je trouve. Parce qu'on est porteur en tant qu'auteur, en tant que créateur, d'un monde en fait, d'un monde qui est le nôtre et donc qui est forcément ni tout à fait le même, ni tout à fait l'autre voilà, de ceux qui nous entourent. Donc on a envie de dire des choses et puis on est ramené souvent à cette assignation. Lors même qu'on parle aussi de ces sujets-là dans nos créations, ce qui est tout le paradoxe de la chose. Mais par rapport à la programmation, je dirais aussi quand même qu'une programmation, avant de faire venir des gens, avant de s'entourer de gens, avant d'accueillir des publics, c'est un rapport avec une institution en général. Donc c'est un rapport avec des financeurs. Et donc c'est aussi notre endroit, à cet endroit, si on veut faire des programmations comme on les fait, c'est-à-dire contre la discrimination, de dire qu'en fait on a une mission que les politiques revendiquent faire, c'est-à-dire de lutter contre la discrimination, et que déjà on fait ça. Donc il faut nous donner de l'argent pour le faire. Déjà ça c'est une chose. Parce que de ne pas arriver de dire oui, en fait, nous, on veut mettre des gens différents. Parce que c'est ça. Non, c'est un endroit de lutte contre les discriminations. Et les missions de l'État, que l'État se donne, c'est de lutter contre les discriminations. Que l'État, que les collectivités se donnent. Donc, si vous voulez que... Donc, nous, on est là pour ça. Donc, l'argent que la société, par l'impôt, pose pour que les missions de l'État soient accomplies, les luttes contre la discrimination en font partie, donc c'est à cet endroit-là que vous devez nous donner de l'argent pour qu'on puisse en fait établir ça. Déjà, il y a ça, ce qui est déjà pas toujours facile. Ouais, vas-y. Non, mais surtout, nous, ce qu'on dit, c'est qu'une SMAC, c'est un lieu public, en fait, donc qui a des financements publics. Et donc qui doit s'adresser à toutes les personnes, que ce soit dans le public ou sur scène. Et quand on fait quand on s'aperçoit qu'il n'y a que 17% de musiciennes, notamment sur scène, on dit là, il y a quand même un gros problème, c'est que l'argent public n'est pas réparti normalement. Voilà. Donc ça, on le dit quand même assez régulièrement pour juste dire là, c'est pas normal. Oui. Et donc il faut s'emparer de ce sujet. Et oui, et en fait, c'est ça, et c'est quand même de lutter parce qu'on est quand même dans des fortes pressions, hein, quand même, on le voit quand Thomas Joly a fait la cérémonie d'ouverture et tout ça. On a quand même des fortes pressions de l'extrême droite, il faut le dire, elles sont très très fortes. Donc il y a un moment, il faut quand même revendiquer que non, nous ne défendons pas une idéologie, nous défendons une politique de lutte contre les discriminations humanistes, et que en ça, ce n'est pas une idéologie. D'accord, on n'est pas en train de dire ce que vous dites qui est faux, en fait. Voilà. Puis on ne va pas rentrer dans votre jeu. Mais il faut surtout, moi je trouve...
Ouais, lutter de dire qu'on défend une façon enfin qu'on défend une façon politique, qui est la façon que tout le monde a acceptée, c'est-à-dire que on allait vers la liberté, l'égalité, la fraternité. Bon, la delphité, on pourrait la mettre ailleurs, dans le sens où ils le comprennent. Mais en tout cas, voilà, on va vers ça. On n'est pas en train on n'est pas, voilà, c'est quelque chose qui est, et que vous devriez faire en fait aussi. Et que du coup, si on situe ce rapport-là, c'est qu'en face, du coup, vous faites l'inverse. Et donc vous allez contre, en fait, finalement, l'aspect les préceptes de la République, en fait. Vous allez contre. Et pas nous, parce que le truc s'inverse quand même, quoi. C'est quand même, on fait quand même des espèces de trucs de séparatistes. On accuse, enfin, il y a des gens quand même, enfin, c'est des vrais trucs. Hein, je veux dire, dans la Creuse, il y a des assos anarchistes qui ont été interdits de faire au nom d'un principe républicain. Enfin, je veux dire, il y a vraiment un vrai DEL, hein, il y a vraiment un vrai problème. Qui existe et où on commence à nous accuser programmateurs qu'en fait, donc on défend une idéologie woke qui donc du coup ne veut rien dire, islamo-gauchiste. Alors moi j'ai jamais vu que les islamo et les gauchistes étaient ensemble, enfin en tout cas pas dans mon propre corps. Donc du coup, je veux dire, et donc on est en train d'inverser quand même un rapport. Donc on a ce point de vue de vigilance et ce point de vue de lutte. Après, du coup, et de leur dire que, voilà, par rapport au pouvoir public. Ensuite, on est qui on est. Donc après aussi, il y a ce que tu disais qui fonctionne je vais dire, autant d'un côté que de l'autre. C'est que quand nous, on met un pied dans la porte, on fait rentrer les copains, les copines. Puis il s'avère que les copains et les copines, ils nous ressemblent un peu. Donc du coup, ça fonctionne par... moi, jamais avec Benjamin, on s'est posé la question de se dire « Ah, il nous faut tant de personnes racisées, tant de personnes femmes, Jamais. En fait, on s'est dit « Ah bah oui, ça va être super », puis c'est avéré que c'était voilà, la nation arc-en-ciel. Mais c'était... Voilà, et on le fait nous, très simplement, au niveau de la programmation. Franchement, on ne se pose pas vraiment ce type de questions, mais on fait l'observation que les gens qui viennent, du coup, ne sont pas forcément les gens qui vont dans les autres... Alors, peut-être par un effet de miroir de ce qui se passe sur le plateau. Moi, je pense surtout par des thématiques, en fait, finalement, aussi par des récits qui sont abordés par les personnes. Mais que nous, on a la chance aussi de travailler avec une maison d'édition associée, avec un ciné-club aussi, Esther qui était là. Voilà, et donc du coup, les gens qui vont pas forcément... Il y a des expos aussi, donc c'est vrai qu'il y a cette idée de pluridisciplinarité, enfin de transdisciplinarité, fait que peut-être des gens qui vont voir une expo se disent « Ah, mais c'est un théâtre ici, ah, bah tiens, il y a un truc de cinéma », et que finalement, ils vont voir le truc qu'ils ne seraient pas forcément allés voir, et que les choses se mélangent. J'ai pas encore assez de recul pour vraiment observer, pour vraiment pouvoir être sûr de ça, mais j'observe que le public vient toujours plus nombreux, toujours plus différent, et que c'est chouette. Sur cette question de l'impact social, sociétal de la programmation, est-ce que toi, tu as pu observer voilà, des impacts sociaux ou politiques par rapport au public qui suit votre projet ? C'est pas forcément évident enfin c'est pas facile à quantifier et enfin, ce qu'on observe c'est qu'il y a quand même un renouvellement du public mais qui est dû à plein de facteurs mais notamment au fait que oui je pense qu'il y a un positionnement quand même de la programmation, une envie un peu d'être un peu transversale sur plein de sujets mais aussi sur je sais pas sur d'autres arts et d'avoir ce mélange et d'être ce lieu qui fait que quand même les publics se mélangent plus qu'ils ne se mélangeaient avant, ça c'est sûr. Après non, sur la question des discriminations et de l'affichage et tout ça, c'est vrai que nous on l'affiche pas comme ça parce que c'est un cinéma associatif qui a donc des statuts et des missions qui sont pas forcément celles-ci précisément, mais qui ça recouvre ça aussi. Hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est que nous on se considère aussi comme finalement aussi comme avec une certaine mission de service public, même si voilà, c'est quand même le cas, je pense. Mais et après par rapport aux politiques, enfin en tout cas l'institution. Donc on n'a pas ce lien direct avec l'institution, si ce n'est qu'on est un cinéma évidemment qui est soutenu par des collectivités, hein, et notamment par la ville, et que bon, finalement on a plutôt de la chance d'être dans dans une situation où on n'est pas ni en conflit, ni on n'a pas
rien nous est imposé en fait en termes de programmation et voilà, et on n'est pas dans un milieu hostile. Voilà, on n'est pas dans un environnement hostile, si ce n'est que je sais pas moi, on pourrait parler de l'évêque qui est proche de l'Opus Dei, des choses comme ça sur Bayonne qui font que parfois ça peut réagir sur cette programmation, mais franchement ça va. Et donc par contre moi j'ai pu par en discutant avec des collègues etc exploitants dans plein d'endroits de France et notamment en région parisienne voir comment ça pouvait être compliqué de programmer certains lieux, cinéma ou cinéma-théâtre, en étant en lien direct avec des municipalités qui voulaient aussi imposer des choses. Donc voilà, donc je mesure aussi la chance qu'on a, nous, dans la liberté qu'on a de programmation. Et donc pour répondre à cette question de l'impact, c'est vrai que c'est difficile de répondre précisément à ça, parce qu'au fond, oui, on a toujours aussi ce souci de se dire, bon, à qui on s'adresse quand on organise même tout ça, on programme ces films, on organise ces débats, à qui on s'adresse, c'est évidemment l'idée de ne pas être dans l'entre-soi et de ne pas se faire plaisir en défendant nos idées, de belles valeurs, etc. Donc comment on peut arriver à dépasser ça, je ne sais pas trop en fait, comment on peut réellement renouveler les publics. Je trouve que c'est une question qui est un peu difficile. Moi, ça me donne envie de réagir sur la question de se présupposer que les publics se mélangent. C'est-à-dire, on va faire venir des personnes différentes dans une même salle, des personnes différentes au sens, on va dire, de leurs origines sociales, par exemple, et les publics vont se mélanger, et ça va produire quelque chose de nouveau, d'incroyable, d'étonnant, les gens vont tout à coup se comprendre, etc. Moi, je suis née sincèrement à ce métier avec cette croyance, vraiment, du mélange des publics. Là, c'est une croyance, moi, que j'interroge un peu aujourd'hui. C'est pour ça, peut-être, que j'utilise le mot croyance. Mais je voudrais savoir, vous, qu'est-ce que vous en pensez de ça et comment vous faites pour que, justement, ces lieux, nos lieux culturels, ça soit aussi des lieux où on se rencontre, en fait. Est-ce que vous faites quelque chose par rapport à ça et quoi ? Moi, je me dis toujours, la culture, c'est un sport de bourgeois. Ça, c'est comme ça. Voilà. Les fléchettes, c'est un sport de pauvres. La culture, c'est un sport de bourgeois. C'est comme ça. Ça sera toujours ça. Donc personnellement, je ne me dis pas qu'il faut que je lutte contre ça. Je me dis qu'il faut l'accepter, résilience, tout ça. On accepte. Non, mais je veux dire, c'est comme ça, et c'est pas voilà. On sait aussi qu'on travaille à un autre endroit. On sait qu'il fait un capital culturel certain des fois pour observer des œuvres. En fait, moi, ce que je me dis, c'est pas qu'il faut que je mette des gens dehors ou tout ça. Je me dis qu'il faut que les portes soient ouvertes pour le plus possible. Mais après, moi, j'ai très peur aussi, l'ayant vécu moi-même, et que ça m'a d'ailleurs un peu fait un recul de l'évangélisation culturelle. Moi, ça me fait très peur. C'est-à-dire le côté toc, 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 venez absolument dans mon théâtre, parce que vraiment, vous allez vivre une expérience incroyable, et par là, l'émancipation, c'est-à-dire un peu cette pensée marxiste de base, de l'émancipation des foules par la culture. J'y crois pas complètement. C'est-à-dire, je sais que c'est un biais émancipateur, mais je sais qu'on n'a pas non plus. Enfin, je me dis pas, c'est pas la messe, quoi, en fait. Je me dis pas qu'il faut que tout le monde doit absolument aller au théâtre, parce que sinon, en fait, il a raté sa vie. Voilà, parce que globalement, je pense pas que les pauvres sont des cons. Ce que pensent quand même globalement les gens qui dirigent, et que du coup, que c'est des masses qu'il faudrait un peu provoquer. Moi, je crois qu'il faut proposer des choses, qu'il faut laisser faire. En tout cas, j'observe que par les discours manquants qu'on fait, en fait, plein de gens viennent d'univers différents, mais peut-être aussi par les personnes qu'on est, parce que nous, on a un petit théâtre. Alors, c'est ça aussi, peut-être que ça peut fonctionner, pas forcément sur des grandes choses, c'est peut-être que ça marche avec des petites choses. Nous, on a un petit théâtre, c'est moi et mon mec qui dirigeons le truc. On a un rapport simple. Quand les gens rentrent, on est dans notre rapport. Salut, ça va. Enfin, ça compte beaucoup, quoi, l'humain qu'on met. Et les gens savent que c'est des mecs sympas. Et les gens savent que c'est ces mecs-là qui sont là. Et que du coup, finalement, on y va. Je crois vraiment dans un truc, mais c'est vraiment à toute petite échelle. En tout cas, moi, mon truc fonctionne vraiment à petite échelle. Je me dis que, évidemment, si je suis peut-être amené un jour à des plus grosses échelles, là, je me poserai la question différemment. Mais pour l'instant... En tout cas, moi, il y a vraiment un truc, c'est paradoxal, mais je lutte vraiment avec ce côté-là de me dire quand même qu'il faut pas qu'il y ait de bourges dans ma salle, quoi, par exemple. Parce qu'il y a quand même des gens qui ont envie de venir et qui ont envie d'entendre des discours, et que c'est bien aussi qu'ils entendent ces discours-là, parce que c'est aussi à eux que s'adressent souvent ça peut être aussi à eux que s'adressent nos discours.
Donc voilà, je suis toujours un peu... C'est très intéressant, mais non, mais je pense qu'effectivement la question de l'accueil elle est hyper importante et que il ne faut pas choisir nos publics non plus, mais cette question de se sentir accueilli dans un lieu et en effet, moi j'ai pas forcément d'exemple là en tête ou de concret à donner sur des moments où j'ai pu être surprise de ce qui pouvait se passer dans un retour de spectateurs ou dans un débat précisément, mais parfois il est arrivé qu'il y ait vraiment des gens qui se rencontrent dans un débat qui arrivaient avec des idées opposées et qui clairement se mettaient quand même à dialoguer. Donc voilà, c'est des petites choses qui, je ne peux pas dire que ce soit ni une victoire, mais en tout cas, ça se passe, quoi. Donc après, moi, je ne pense pas non plus qu'on puisse se donner des missions, effectivement, d'évangélisation. Il faut être aussi modeste dans ce qu'on peut, dans notre rôle. C'est que je crois que le rapport de convivialité, il est super important. Et que c'est ça, en fait, qui met les gens ensemble. Donc, en fait, c'est pas tant ce qui est dans la salle que ce qui est autour de la salle qui j'ai l'impression, compte. Et c'est ça, moi, je dis que la culture rassemble et que l'art divise. C'est-à-dire que ce qui se passe dans la salle, c'est des chocs, c'est des on n'est pas d'accord, c'est des je suis d'accord, c'est des émotions, dont on n'a pas de prise sur les gens et sur ce qu'ils pensent. Et Dieu merci. C'est justement l'inverse. Mais le rôle de la culture, c'est tout autour. C'est de faire en sorte que tout le monde se sente bien, c'est de faire en sorte que personne ne se regarde mal. Et quand tu es dans un endroit où tu accueilles les gens de façon plutôt cool et que tu es toi et qu'il n'y a pas des verres de vin à 6 €, il n'y a que de l'Heineken à 2 balles pour tout le monde, et le gars qui arrive et qui a l'habitude de boire son verre de vin à 6 balles, il boit son Heineken à 2 €. Finalement, il se dit bon, alors il redescend un peu, et celui qui ne serait pas permis de payer un verre de vin à 6 balles, il peut boire sa bière, et tous ces deux-là, ils boivent une bière, et en fait, ça va, quoi. C'est cool. Je dis ça, il y a aussi du vin chez nous, mais il n'est pas à 6 € par exemple. Non, mais parce qu'il y a aussi un phénomène d'exclusion, qu'on fait nous-mêmes parce qu'on a envie, par exemple, que ce soit la bière bio locale super bien, mais qui coûte 5 balles, avec le plat végé machin. On fait ça parce que c'est cool, on vote écolo, on aime bien, nous à Bordeaux. Donc c'est cool, sauf qu'en fait c'est un facteur ultra excluant pour plein de gens. C'est-à-dire d'arriver dans un endroit où et donc du coup en fait il faut réussir à avoir ces choses-là, c'est-à-dire moi je sais que c'est vrai, il y a un truc quand tu arrives dans des c'est quand même un apanage de la bourgeoisie. Ça devrait pas l'être. Certainement pas, il faut se battre pour que ça ne le soit pas, mais c'est un marqueur social. Comme avant, je travaillais surtout en musique classique. Bon, alors du coup, c'est pas du tout ouvert. Enfin, c'est quand même un lieu symboliquement hyper bourgeois et où c'est hyper difficile d'entrer, les conservatoires et tout. Parce que j'ai aussi enseigné au conservatoire de Garges-les-Gonesse. Bon, là, du coup, c'est pas du tout la même chose que le conservatoire d'Angoulême, forcément. Donc, pour faire court, à Angoulême, il n'y a que des élèves blancs, et Garges-les-Gonesse, il n'y a que des élèves racisés, en fait. Mais du coup, les élèves d'Angoulême vont plus faire carrière, enfin bon, voilà. Et que Garges-les-Gonesse, ils s'arrêtent très vite, malheureusement. Donc, nous, on a essayé de travailler pour que ça continue un peu. Mais bon, bref, non, là, je m'égare. C'est pas pour ça que je voulais dire. Oui, non, dans les SMAC, le public est hyper... Enfin, c'est toujours le même public, quoi. Et c'est toujours les mêmes personnes. Donc, il n'y a pas trop de jeunes. Enfin, c'est assez dingue, en fait. Et depuis que là, j'y travaille, je suis un petit peu négative. Hein, mais parce que je me rends compte de plein de choses et que je me dis que c'est des lieux, en fait, qui se disent tellement ouverts, surtout les musiques actuelles. Bon, c'est cool, on sort entre copains, on va aller écouter un concert. C'est un peu moins... je vais beaucoup au théâtre aussi, hein, mais je trouve que je pensais que c'était plus accessible que le théâtre, par exemple, pour certaines populations. Et en fait, je me rends compte que pas du tout tant que ça. C'est une réflexion qu'on a avec la Nef. Hein. C'est pas que moi qui le pense, hein. C'est vraiment sur comment aller chercher d'autres publics. Mais bon, du coup, c'est hyper intéressant. Est-ce qu'on est obligé d'aller chercher d'autres publics ? Enfin, un petit peu quand même, quoi. Enfin, ouais, espèce d'entre-deux, quoi, où on se dit quand même, parce qu'il y a quand même un entre-soi qui est fort. Et voilà, bon bref, du coup ça me pose plein de questions, ce que tu viens de dire. Mais enfin voilà, cette espèce d'entre-deux, comment on fait à aller chercher d'autres publics et en même temps on va pas les forcer les gens à venir. Mais il y a quand même une barrière qui est hyper forte, je trouve, dans la culture, avec les sachants, enfin ceux qui ont l'habitude de venir au concert, venir au spectacle, etc. Bon, c'est toujours malheureusement les mêmes personnes. Et les autres personnes. Et surtout qu'on fait beaucoup de médiation. Enfin, nous, on se déplace beaucoup dans les écoles. Moi,
Enfin, je suis aussi directrice d'une compagnie et je travaille beaucoup avec les scolaires. Et que du coup, voilà, on est là, on fait un peu du one-shot. Pof, on fait des petites choses et puis après, ce public-là, on ne le retrouve pas. Donc voilà, quel lien on a. Enfin bon, je pose plein de choses là. Il y a quand même ce truc-là dans les publics, c'est que par exemple la communauté dite LGBT, bon ben voilà, c'est une communauté qui est mouvante, qui va avoir des choses. Donc des fois c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, c'est-à-dire on se dit, en fait c'est aussi des communautés qui bougent et qui avancent et qui vont voir des thématiques, parce que fondamentalement, par exemple nous on est dans un quartier très populaire de Bordeaux. Donc avec les gens qui sont du quartier et qui viennent, c'est ça que je disais, il ne s'agit pas de dire non, vous n'êtes pas ceux qu'on veut, mais je sais qu'il y a aussi plein de gens qu'on ne touche pas. Voilà, il y a forcément plein de gens qu'on ne touche pas, et c'est notamment des gens pauvres, et c'est notamment des gens racisés, et c'est voilà. Donc il y en a, on touche des gens pauvres et racisés, mais on ne touche pas tous les gens pauvres et racisés, parce que tous les gens pauvres et racisés, Dieu merci, ne sont pas les mêmes. Enfin voilà, qu'on a tous des biais différents. Donc ça c'est quand même important, quoi. Merci pour ces échanges. Il nous reste une dizaine de minutes, donc on va peut-être laisser la parole à la salle. La dernière question que je voulais poser, c'était sur justement qu'est-ce que vous proposiez pour répondre à notre question initiale. Je pense qu'il y a beaucoup de choses là qui ont été dites, donc je ne vais pas les redire, et on va vous laisser donc la parole pour les personnes qui souhaitent poser des questions. Merci pour vos témoignages plutôt que et vos réflexions personnelles. Je vais dire d'où je viens, qui je suis, parce que c'est plus facile pour la suite. Alors, moi, je viens de l'immigration algérienne. Je suis algéro-française. Je suis à l'intersection des discriminations, parce que vous en avez oublié plein. C'est pas on fait pas un inventaire à la Prévert, mais quand même c'est important, parce que là vous avez fait des focus, et c'est vrai que moi je considère, parce que je suis artiste pluridisciplinaire, que j'appartiens à la Ligue des droits de l'homme, la LDH, qui est aussi pluridisciplinaire dans ses discriminations, dans l'accès aux droits et libertés. Et depuis quelque temps, on travaille sur l'accès aux droits culturels. Et il s'avère que quand je précise que je suis une immigrée, que je ne suis pas racisée, parce que pour moi ça ne me correspond pas du tout, parce que ça c'est les autres là, et j'ai pas envie voilà, c'est une bataille de tous les jours. Je suis un être humain et basta. Ça commence à me casser les bonbons. Vous avez parlé tout à l'heure de Trump. C'est toi qui... Alors je me permets de te tutoyer parce qu'on s'est rencontrés à Bordeaux, donc voilà. Oui, je suis aussi sur Bordeaux, mais à l'origine, je fais partie du 9-3 et de la caricature de la nana qui vient de banlieue avec des parents analphabètes et qui, grâce au théâtre, est sortie un petit peu et a rencontré d'autres cultures, dont la culture dont vous parliez tout à l'heure, de blanc et autres, mais grâce, par exemple, à la maison de la culture et de la jeunesse, parce qu'il n'y a pas que des théâtres, il n'y a pas que des conservatoires, il n'y a pas que ça. Et quand, même si on est pauvre, on arrive des fois à trouver des endroits pour apprendre. J'ai été beaucoup dans l'éducation populaire, ce qui m'a permis d'accéder à énormément de formations artistiques et audiovisuelles. Et ça permet aussi, il n'y a pas que... Il y a une diversité des endroits où on peut sortir de sa condition, entre guillemets. Tout à l'heure, vous avez parlé de Trump à plusieurs reprises, entre le wokisme, machin, truc muche. On est déjà, nous, on se rend compte tous les jours en France, et même au-delà des mers, que les idées d'extrême droite, la conviction qu'il ne devrait y avoir qu'une seule forme de culture avec des gens qui se ressembleraient tous et qui auraient les mêmes origines ethniques, les mêmes origines culturelles et les mêmes origines au niveau social, parce que bon, ils s'en foutent, hein, ils ont quand même un regard. Et déjà dans des villes, rappelez-vous, à chaque fois qu'ils prennent une ville, ils attaquent en premier la culture. Parce que dans les années 80, ils avaient déjà commencé, c'était l'opéra à Orange, c'était uniquement certaines adhésions à certains journaux, dans les Maigret ont fait ça, les livres, il y avait eu des autodafés, voilà.
Donc ils sont déjà là, hein, ils sont à l'œuvre, et là avec les municipales, vous les aurez dans plein d'endroits. Moi je pense qu'on hérite aussi d'une histoire coloniale. On est plus que racisés, on est des enfants des colonies. Et je parle aussi des Français qui sont en Outre-mer, là, sur les différents confettis dans les différents océans. C'est la colonisation, et eux, c'est en plus l'esclavage. Alors, on en rajoute un peu, là. Voilà. Donc, il ne faut pas l'oublier, ça. Il faut savoir, pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Et c'est très, très important. Il n'y a pas que... c'est pas fini. Le néocolonialisme, il est là tous les jours, et on le sent dans le plafond de verre, parce que moi, je sais que lorsque... je mets pas mon nom de famille, mais que je mets mon nom d'artiste, j'ai pas honte de mon nom de famille, mais bon, il s'avère que dans mon histoire d'écriture, j'ai écrit avec un autre copain la première nouvelle qui a été éditée, et on a mis nos deux prénoms, donc ça donne Rosa Florent, mais c'est pas parce que j'ai honte de mes origines, c'est pas du tout ça, c'est un cheminement. Moi, je pense que le monde artistique et culturel, il est à l'image de notre société. Il n'est pas en dehors du monde. On est dedans, en plein dedans. Et ça, il faut bien le préciser. Et quand on rencontre des gens qui viennent d'ailleurs, parce que moi, par exemple, dans la culture algérienne, bon, il y en a plusieurs d'ailleurs, je mets ça au pluriel, le théâtre, la musique, c'est très populaire, c'est des récits. Je vous remercie d'avoir parlé de la pauvreté, parce que c'est un combat à mener, parce que les gens ne peuvent pas accéder à certains endroits. L'accès, c'est difficile aussi par le porte-monnaie. Il y a une catégorie que vous avez oubliée, c'est les vieux. Ouais, l'agisme. Par contre, juste une question, c'est pour vous. Vous pourriez me donner l'échantillon par rapport à votre étude là ? Du coup, sur le quantitatif, on avait 150 réponses au questionnaire de jeunes entre 11 et 18 ans. Et sur le volet qualitatif, on a fait 2 entretiens collectifs de 5 musiciennes par entretien qui avaient entre 18 et 55 ans, et 2 entretiens avec des musiciennes professionnelles, Lola Frichet et Cléoté. Et juste pour dire, la question de l'agisme est évidemment extrêmement forte. Enfin, je pense que là, en 1h30, on aurait pu parler toute la journée, en fait, je pense, parce qu'il y a énormément de choses dont on n'a pas dites. Donc effectivement, ce que vous dites sur l'agisme, et nous, on en parle beaucoup avec les musiciennes. Et hier, j'ai écouté dans le train un podcast, Sound Sisters, non, je ne sais plus, notamment sur la question de l'agisme en musique, pour dire que les femmes, à partir de 30 ans, elles n'existent plus. Enfin, et très clairement dans les musiques actuelles. Enfin bon, c'est voilà. Et bon, je pense dans le cinéma et tout ça. Mais du coup, voilà. En tout cas, il y a des podcasts qui sont hyper intéressants sur cette question. Et donc, on n'en a pas parlé, mais je pense que l'année prochaine, peut-être. J'avais une question un peu plus axée sur la musique. Alors déjà, juste par rapport au SMAC. On doit être vraiment une exception dans la règle, mais ici on a une SMAC où il y a quand même des mélanges des publics. Alors pas de mélange des publics, mais il y a une programmation avec une grande diversité des publics, notamment des moins de 20 ans qui vient, mais il y a cette problématique de justement de pas de mélange public, c'est-à-dire qu'il y a une soirée qui va être très... les gens vont venir par tribu, quoi. Mais voilà, il y a des trucs, ils font des trucs quand même hors les murs, où il y a des publics plus âgés qui vont venir, il y a des trucs qui sont évidemment 30-quarantenaires, et puis après il y a aussi quand même des soirées où il y a des moins de 20 ans, mais avec des gens qui la problématique des gens qui se croisent pas. Du coup, moi ça me questionne, cette problématique elle me questionne particulièrement dans la musique, dans des lieux comme le théâtre que vous avez l'air de tenir, ou la Talente, où vraiment voilà, il y a ce lieu dans un endroit où les gens peuvent se croiser, peuvent manger, peuvent boire. Il y a des pratiques peut-être où les gens se croisent et où il y a moyen que les questions qui sont abordées sur scène ou dans l'écran transpirent après à travers un débat, etc. Et dans la musique, je trouve que ça manque quand même cruellement, quoi. Il n'y a pas cet échange, il n'y a pas derrière de réflexion sur ce qui est raconté sur scène. Et du coup, cette question de la culture comme divertissement ou comme message, en fait, ou qu'est-ce qu'elle nous dit, je veux dire, en tant que spectateur, est-ce qu'à un moment donné, on a la responsabilité de s'intéresser vraiment à ce qui est dit et de sortir de là en gardant quelque chose. Je trouve que dans la musique, c'est très peu abordé. Et voilà, je ne sais pas si vous avez des choses à partager sur ce sujet, mais c'était un peu ça ma question, quoi. Est-ce qu'il existe des choses dans la musique qui réfléchissent sur comment faire transpirer un peu ce qui est raconté sur scène, quoi. En dehors dans les musiques du monde, qui est cette espèce de grande étiquette
qui va de la musique trad occitane jusqu'au rail, quoi. Où là, effectivement, il y a plus d'ouverture d'esprit, mais du coup, c'est presque un public niche, quoi, une autre tribu, entre guillemets, de public, quoi. Alors, merci beaucoup, parce que c'est une question qui interroge, forcément. On a travaillé dans cette étude avec Lola Frichet, qui a créé le collectif More Women on Stage. Et du coup, je l'ai interviewée et de dire comment on transmet effectivement sur scène nos combats contre les discriminations, etc. Et du coup, l'interview avec Lola était assez passionnante parce qu'elle est bassiste métal, elle tourne beaucoup et elle fait vraiment beaucoup de dates avec plein de groupes différents. Et du coup, comment elle arrive à faire passer son message, c'est qu'elle a son logo More Women on Stage qu'elle colle derrière sa basse et qu'elle, voilà, maintenant elle a des pulls. J'ai un super pull More Women on Stage. Donc du coup, je pense qu'elle s'est vraiment interrogée à comment faire passer son message parce qu'évidemment, on est sur scène et on peut pas. Il y a des musiciennes, c'est par enfin, je pense l'autre jour, je pense à Clarisée qui quand même fait passer des messages très forts dans ses chansons, donc on peut faire passer ça, mais bon, c'est pas forcément ce qui interpelle tout de suite le public, etc. Et du coup, je pense que c'est un vrai questionnement parce que nous, par exemple, à la Nef, on met en place plein d'actions, mais c'est des actions qui se voient pas. Enfin, et que du coup, en tout cas, c'est pas grave si ça se voit pas pour moi en fait, parce que je suis là pour le public et par exemple, on travaille beaucoup avec les jeunes, donc on fait passer des messages différemment. Mais comment on travaille sur le public de la Nef, comment on les conscientise à toutes ces questions. Donc des fois, on prend un peu le micro avant les concerts et tout ça, mais en tout cas, c'est des réflexions intéressantes parce que le grand public ne s'aperçoit pas forcément de ce qu'on fait. Alors après, nous, on travaille beaucoup la communication. On essaie de coller des affiches partout. On a un service com qui est hyper chouette à la Nef, donc qui fait plein de petites goodies comme ça qu'on met un peu partout. Mais après, voilà, sur scène, en tant qu'œuvre, c'est pas si simple en musique, en tout cas, de faire passer un message, surtout en plus quand c'est pas en français, par exemple. Non, mais c'est vrai, après, la barrière de la langue, voilà. Je sais pas si j'ai répondu. En tout cas, ça m'interroge aussi. Donc merci à toutes et tous de vous être levés si tôt pour venir écouter cette rencontre. Ce que je retiens peut-être de ce qui a été dit sur comment on peut agir individuellement et collectivement par rapport à ce qui a été partagé par les différentes personnes autour de la table, c'est peut-être quelques éléments, les micro-projets. Vraiment d'avoir des projets peut-être petits, à petite échelle, même si on a un grand lieu, comment est-ce qu'on peut développer des micro-systèmes à plein d'endroits pour favoriser justement les échanges, le dialogue, la question de l'accueil, de la convivialité, ça c'est pas nouveau, mais je pense que c'est d'autant plus essentiel aujourd'hui de travailler ces questions-là. Tu parlais aussi de politique tarifaire, de qu'est-ce qu'on offre à boire, de combien ça coûte, enfin voilà, toutes ces questions qui peuvent paraître effectivement parfois un peu paradoxales entre on veut faire du bio, du vegan, du végé, et en même temps on veut que tout le monde soit accueilli. La question aussi du collectif, notamment dans les programmations, le fait de pouvoir faire des programmations à plusieurs, de pouvoir activer les droits culturels des personnes en proposant des collectifs de programmation, de proposant à des personnes différentes aussi de contribuer à des programmations collectives, même si c'est pas tout, parce qu'il y a aussi une direction artistique, mais c'est ce que vous faites avec le secteur associatif, c'est ce que tu fais aussi avec certaines personnes. Enfin voilà, toute cette question, la question de recueillir de la donnée et d'organiser des débats autour de la donnée. Là, j'ai l'impression dans ce que vous dites, que, notamment ce que tu dis, Tiffaine, que c'est aussi une réponse à cette question de l'accusation d'idéologie qui peut nous être renvoyée parfois. C'est aussi de dire, là aujourd'hui, on est en train de compter. On a des données concrètes, on a des savoirs froids, des savoirs chauds autour des sujets qu'on est en train d'aborder. Compter et débattre autour de chiffres et de données concrètes, ça peut être intéressant. Et je retiens aussi ce que tu disais sur la différence entre être interprète et être auteur, c'est-à-dire qui on voit sur les plateaux, sur les cimaises, au cinéma, mais aussi qui parle. Et aussi se poser la question de qui porte un regard sur qui et qui vraiment a la possibilité de porter son regard et de prendre la parole. Je pense que c'est des questions qu'on peut aussi se poser collectivement, notamment quand on fait du comptage, de pas seulement compter qui on voit sur les images et qui on voit sur scène,
ou qui on voit voilà, sur l'écran, mais aussi de compter voilà, qui parle, qui a la parole, qui a écrit, qui a scénarisé, qui a écrit le récit dominant dont on est en train de parler, et bien sûr la question post-coloniale est essentielle, et merci de l'avoir souligné, parce que n'oublions pas aussi voilà, à quel endroit historique on en est. Donc merci à toutes et tous, je vous souhaite beaucoup d'énergie et de courage pour continuer à apporter ces sujets.